Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors on est au mois de mai 2024. Qui dit le mois de mai dit le printemps. Qui dit le printemps dit nettoyage de printemps. Alors je te rassure, on ne va pas nettoyer quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai déjà couvert le sujet sur le nettoyage de ton capteur. Si tu ne l'as pas vu cette vidéo, eh bien je t'invite à le faire. Le lien s'affiche en haut. Non, on va laisser de côté les gloves, les gants et puis le détergent. À la place, on risque d'avoir besoin peut-être des mouchoirs. On verra un peu plus tard. Alors, de quoi je veux parler dans cette vidéo? Eh bien oui, nettoyage de printemps, ça consiste à quoi? Eh bien, ça consiste à regarder ce que l'on a et à déterminer si oui ou non on en a vraiment besoin. Et peut-être qu'il est temps, justement, eh bien, de s'en débarrasser. Je t'avais pas prévu de faire cette vidéo, je te l'avoue, mais en fin de compte, je me suis dit, si je veux la faire, eh bien, c'est maintenant ou jamais, parce que dans quelques heures, ça sera trop tard. Et puis aussi, pour être totalement transparent avec toi, c'est aussi un moyen d'atermoyer. Atermoyer, ouais. Alors si tu ne connais pas ce terme, je t'avoue que je ne le connaissais pas moi non plus il y a à peine une heure de ça. Je connaissais la version anglaise du terme, mais pas la version française. Ce qui veut dire en gros essayer de perdre du temps ou de gagner du temps, de repousser les choses. Et repousser quoi en ce qui me concerne? Eh bien figure-toi que dans moins de 24 heures, ma thèse de partiel est due. Voilà. Et je n'ai pas vraiment commencé. Et donc du coup, j'essaie de remettre ça au plus tard, mais on va y arriver. Dans une heure, j'ai plus le choix, il faut vraiment que je me plonge dedans. Mais donc voilà, cette vidéo, c'est un moyen de repousser. C'est un petit peu comme quand je devais réviser pour le bac en 98 et que il y avait Roland Garros. Donc du coup, je regardais Roland Garros alors que j'en avais absolument rien à faire du tennis. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Bref, revenons à nos moutons, revenons au nettoyage de printemps. On va donc parler équipement, en quelque sorte. Équipement, comme tu le sais, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo t'expliquant un changement en ce qui me concerne, en ce qui concerne l'équipement que j'utilise, à savoir l'acquisition au mois d'août dernier du moyen format de chez Fuji, à savoir le GFX 100S. C'est un moyen format de 100 mégapixels. J'avais fait une vidéo sur le sujet, on est allé photographier un petit bout de la côte sauvage dans le sud-est ici en Écosse. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche là. Et dans cette vidéo, je t'expliquais en fin de compte pourquoi j'avais acheté cet appareil-là. Cet appareil-là avait pour vocation de me servir pour la photo de paysage, pas pour le portrait. Et puis il s'avérait que c'est vrai qu'au moment où je l'ai reçu, ça coïncidait aussi avec le stage dédié au portrait que j'ai organisé à Caen à la fin du mois d'août dernier. Et donc je me suis aperçu des capacités extraordinaires que cet appareil a pour le portrait. Mais une chose qui était certaine, c'est qu'il n'allait pas m'être utile pour couvrir tout un mariage. Pour tout un mariage, depuis juillet 2020, eh bien, j'ai le R5. Le R5 qui est à mes yeux le meilleur appareil que j'ai eu l'occasion d'utiliser à des fins professionnelles. À l'époque, j'avais fait une vidéo quelques mois avant l'acquisition de cet appareil. Au moment où ils avaient fait l'annonce justement de cet appareil, je t'avais dit que je passe du 5D Mark IV au R5 pour principalement deux raisons. La première, pour enfin passer au mirrorless, la capacité de voir son exposition avant même d'avoir pris la photo, ce qui, en théorie, devrait me permettre de réduire le nombre de photos que je prends. Est-ce que ça a rempli son cahier des charges? Oui, parce qu'effectivement, avant le R5, la moyenne de photos que je pouvais prendre dans un mariage, rappelle-toi, mes mariages durent à peu près entre 14 et 16 heures, eh bien, tournaient aux alentours de 3000-3500 photos. Au moment où je suis passé au R5, eh bien, je suis tombé à peu près entre 1200 et 1500 photos. C'est assez énorme, cet élagage, cette réduction de photos. L'avantage que ça a, c'est que ça va me permettre de réduire le temps passé ensuite à choisir les photos que je vais garder, traiter et à fournir à mes clients. Donc là-dessus, le R5 a rempli son cahier des charges. L'autre point également, où j'étais très excité par ce R5, c'était sa capacité à détecter les têtes et détecter les yeux. Et ça peut permettait normalement en théorie d'avoir un meilleur ratio, un meilleur rapport de photos nettes par rapport à des photos qui ne le seraient pas. Là aussi, le R5 a fait vraiment son boulot et c'est absolument fabuleux, ce qui m'a permis beaucoup moins de déchets et j'ai pu me concentrer non pas sur est-ce que cette photo va être nette, mais sur la composition, ce qui, comme tu le sais, est vraiment mon cheval de bataille et ce dont je suis le plus fier et le plus attentif.
Donc le R5, je savais qu'il ne pouvait pas être remplacé par le GFX 100S pour le mariage, ou du moins pour les parties du mariage qui nécessitent un temps de réaction rapide. On va parler par exemple au moment où la mariée arrive pour la cérémonie, elle marche, les demoiselles d'honneur, etc. C'est relativement rapide. Donc là, le GFX 100S, pas vraiment. Ensuite, en ce qui concerne la cérémonie elle-même, je t'avoue que je n'ai pas voulu le tester parce que je suis pris dans l'émotion. Il faut que je capture ces différentes émotions, ces expressions. Donc, je n'ai pas voulu le faire avec le GFX. Donc là, le R5, c'était mon choix. Mais en ce qui concerne les photos du marié, de la mariée, tout seul, etc., là, le temps est beaucoup plus ralenti. Et à ce moment-là, le Fuji m'a permis de faire de belles photos. Tu en avais déjà vu une, je t'en affiche une là qui s'affiche, que je t'avais même expliqué dans une vidéo comment j'avais édité cette photo. Si ça t'intéresse, ben regarde la vidéo. Et j'ai aussi utilisé le GFX pour les photos lors de mes séances de fiançailles parce que le temps est beaucoup plus ralenti par rapport à un mariage. Et puis j'ai utilisé pour tout ce qui est séances de portrait en studio et autres. Donc voilà. Voilà ce que j'avais en termes d'équipement. Un autre équipement aussi que dans lequel j'avais investi l'été dernier, c'était ce petit Leica, ce Deluxe 7. Pourquoi j'avais investi là-dedans? Parce que c'était suite à un test que j'avais fait, à une recherche pour répondre à une question d'un des membres de la Photo Avenue concernant les appareils photo compacts. Est-ce qu'en 2023, à l'époque, eh bien, on peut encore utiliser des appareils compacts? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans par rapport à un téléphone, etc. Et j'avais fait des tests avec un Canon, non pas avec celui-là, et j'avais fait une vidéo. Si tu n'as pas vu la vidéo, la voici. Et c'est vrai que à la vidéo, je couvre tous les appareils que l'on trouve sur le marché, les raisons pour lesquelles je les aime pas forcément les uns les autres. Et puis à la fin, je t'avais dit que j'allais renvoyer le Canon et j'avais décidé d'investir dans le Deluxe 7 de chez Leica, qui est en fin de compte la version Leica d'un autre appareil qui existe, proposé par Panasonic Lumix, où l'objectif reste le même, l'ergonomie est différente et la gestion des couleurs est différente. Et donc j'étais très excité d'avoir ce petit Leica là. J'avais dit que j'allais faire une revue de cet appareil, je ne l'ai pas faite pour principalement une raison, c'est que je ne l'ai pas utilisé autant que j'aurais espéré le faire. Et toutes les fois où je l'ai utilisé, je dois dire que je n'ai pas forcément ressenti l'amusement que j'avais pu ressentir lors de mon voyage en Italie quand je testais le compact de chez Canon. Parce que plus un appareil est petit, plus il est d'entrée de gamme, moins tu as de boutons et plus tu es obligé de rentrer dans des menus pour changer les valeurs, etc. Et je dois dire que ça a eu tendance à m'énerver un petit peu, voilà, cet appareil-là. Mais bon, voilà donc les trois appareils que j'ai en ma possession. Et puis, une chose à dire, c'est que quand j'ai acheté le GFX 100S, je l'ai acheté d'occasion. Le GFX 100S, il est sorti il y a à peu près 3 ans maintenant. Et au moment où je l'ai acheté, je savais que 5 semaines plus tard, il allait y avoir le Summit proposé par Fuji, c'est là où ils font leurs annonces, etc. Et je savais qu'ils allaient annoncer le remplaçant du GFX 100. C'est pas celui-là, c'est celui qui était venu avant. Le GFX 100, c'était une brique. J'avais eu certains stagiaires qui étaient venus ici en Écosse avec. C'était un appareil qui fait 100 mégapixels, c'est plus ou moins le même capteur que ce qu'il y a là-dedans, mais très lourd comme appareil, 1,4 kg, etc. Et je t'avouerai que j'étais pas forcément intéressé par une deuxième version de cet appareil-là. Et puis, je pensais qu'il n'allait pas répondre à mes besoins. Et puis, d'un point de vue financier, je trouvais que cet appareil-là était très bien. Mais c'est vrai que ce deuxième appareil, cette nouvelle version, donc le GFX 100 Mark II, eh bien, a un autofocus absolument extraordinaire. Non seulement quand on le compare à ça, mais quand on le compare à d'autres appareils photo. Alors, il faut relativiser les choses. Un moyen format ne pourra jamais être aussi performant en ce qui concerne l'autofocus qu'un micro 4 tiers, ou bien un APS-C, ou bien un plein format. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que la taille du capteur, on a 100 mégapixels à gérer, la taille du capteur est grande, est plus grande qu'un plein format, et donc du coup, il faut couvrir toute cette information-là. Et puis les verres aussi qu'on peut utiliser. Mais il s'avérait que cet appareil, le GFX 100 Mark II, peut effectivement maintenant être utilisé pour des scènes, des scénarios qui sont relativement rapides. Et donc là, je me suis dit, peut-être que je devrais investir dedans.
peut-être que je devrais investir dedans, ce qui me permettrait peut-être de faire des mariages avec. Je les faisais déjà un petit peu, comme je t'ai dit, mais faire plus que ça lors des mariages. Et donc, du coup, bah, je l'ai testé et eh bien, j'étais bluffé. J'étais bluffé et donc, du coup, eh bien, j'ai décidé d'investir dans cet appareil, c'est-à-dire vendre mon GFX 100S et investir donc dans le GFX 100 Mark II que tu vois ici. Et là, il se trouve que j'ai le viseur. J'aurai sûrement l'occasion de te parler de ce viseur, etc. Mais voilà. Au niveau du capteur, j'ai toujours 100 mégapixels. Au niveau de la qualité optique, c'est plus ou moins la même chose. Qualité d'image, j'entends, c'est plus ou moins la même chose que ce que j'ai à ce niveau-là. Ce qui change le moteur de ma décision, c'est vraiment l'investissement dans l'ergonomie, qui a changé quand même un petit peu, qui est beaucoup plus intéressante. Des boutons qui sont mieux positionnés, pas de beaucoup, mais assez pour être plus accessibles. Et puis, cet autofocus. Et en ce qui concerne le paysage, oui, le fait d'être passé, on a un peu plus de plage dynamique que ce que l'on avait là, puisque maintenant, on a la base ISO à 80. Voilà. Et on a une nouvelle simulation dedans. Si ça t'intéresse, que je te parle davantage de ce que je pense de ça, faire des tests pour te montrer à quel point l'autofocus est réactif, enregistrer l'écran et te montrer ce que moi j'ai, si ça t'intéresse, dis-moi ça dans un commentaire et je te ferai une vidéo sur le sujet. Voilà. Donc, j'ai investi là-dedans pour remplacer celui-ci. La question se pose, est-ce que le GFX 100 Mark II peut remplacer mon R5 à 100% pour les mariages? Alors, je te parle de mariage parce que c'est ce que je fais qui demande le plus en ce qui concerne l'autofocus. Hein. Paysage, j'ai pas ce problème-là. Pour les séances de portrait, c'est quand même relax. Je fais pas de photographie de sport. Je fais pas vraiment d'animalier. Donc, c'est plus dans le scénario extrême. En ce qui me concerne, ça va être l'environnement de mariage. Pour répondre à cette question, eh bien, je vais mettre ça en suspension. Je t'ai dit ce que je pensais de cet appareil-là, qui à la fois était censé m'amuser, me libérer créativement, facile parce qu'il rentre dans la poche, je peux le prendre avec moi, et je l'ai pris dans la poche avec moi le plus quart du temps, c'est vrai, même si je ne l'ai pas utilisé autant que ce que j'aurais pu le croire, mais j'ai envie de m'en débarrasser. Voilà. Et la question à se poser, c'est, je vais m'en débarrasser, pourquoi? Non pas les raisons, mais qu'est-ce qu'il va remplacer cet appareil-là? Et je t'avouerai que d'être passé dans l'écosystème Fuji, je suis tombé amoureux de cette marque, de ce qu'ils proposent. Et même en général, de leur vision des choses. Pour t'en citer une, par exemple, combien de fois on me pose, la dernière fois c'était il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé, voilà, j'hésite entre le R3 et un R3 d'occasion et un R5, lequel tu me recommandes? Pourquoi une telle question? Parce que c'est vrai, quand on regarde chez Canon, quand on regarde chez Sony, quand on regarde chez Nikon, le choix, la différence entre un appareil et un autre, qui ont un tarif différent, c'est pas toujours très simple. C'est pas toujours très simple parce que c'est pas non seulement les fonctionnalités de l'appareil, c'est pas non seulement si on est APS-C ou ou plein format, c'est aussi la qualité de l'image qui est différencié. Et je te parle de modèles qui seraient sortis relativement en même temps. Donc, si tu prends un R, par exemple, voilà, ou pas un R, ça serait pas bon, mais si tu prends un R8, par exemple, eh bien, tu compares le R8 au R5, ou tu le compares avec un R6, alors c'est peut-être plus vrai entre le R6 et le R5, tu regardes ces deux appareils, ils sont tous les deux plein format, mais ils n'ont pas le même capteur au niveau de taille, et puis il y a des choses qui varient au niveau qualité d'image. Donc ce qui rend un peu le choix difficile. En ce qui concerne chez Fuji, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que à génération équivalente, tous les appareils chez Fuji ont quasiment la même qualité d'image. Voilà. Quand on prend les HS, quand on prend les XT, à même génération, ils ont la même qualité d'image. Ce qui va changer, ça va être l'ergonomie de l'appareil, certaines fonctionnalités. Le HS va être bon pour, par exemple, faire de la vidéo, alors que le XT peut-être un peu moins, il est plus focalisé sur la photo. Mais en ce qui concerne la qualité d'image, il n'y a pas cette question-là à se poser. Et donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette attitude chez Fuji. La simulation des films, des pellicules, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui m'aide beaucoup.
Voilà. Et donc je me suis dit, eh ben, si je remplace ça, je veux quand même un appareil qui soit petit, qui soit assez différent de mon moyen format, dans le sens où l'un ne peut pas remplacer l'autre en soi, dans 100% des cas, mais je voulais quelque chose qui soit encore petit, que je peux mettre dans ma poche, que quand je sors en famille, etc., je l'ai avec moi, et qui soit de chez Fuji. Voilà. J'ai regardé ce qu'il y avait. Alors, si tu es un habitué de chez Fuji ou pas, il y a ce fameux modèle de chez Fuji qui a fait un malheur à la sortie pendant la fin de la pandémie, qui est le X100V ou le X105, ce petit compact. Et je l'avais mentionné lors de la vidéo justement où je parlais des appareils compacts. Et là, il se trouve qu'ils en ont sorti à nouveau, la version 6. Et la question se pose, est-ce que Tom, tu vas remplacer ça par la version 6? Ben, j'ai regardé de plus près. J'ai regardé de plus près et la réponse très rapide, c'est non. Pourquoi non? Parce que ça ne change pas le problème. C'est un appareil qui est d'un point de vue ergonomique trop petit. Pour moi, pour mes mains. Voilà, c'est trop petit. Certes, l'augmentation de la taille du capteur, le fait qu'il soit à 23 mm, c'est un APS-C, hein, donc on est aux alentours de 35 mm. Ça m'embête un peu. Certes, on pourrait cropper après coup, mais bon, ça reste un tout petit appareil. Et j'ai trouvé qu'il y avait certaines fonctionnalités qui ne m'intéressaient pas vraiment. Voilà. Et puis, il se trouve qu'en allant au magasin du coin ici, j'ai décidé de regarder ce qu'il y avait d'autres modèles de chez Fuji. Et plus principalement, le XT. Lequel? Le XT5. Et quand je l'ai pris en main, je me suis aperçu, ah, il est petit. Assez pour rentrer dans ma poche de veste. Et il a une ergonomie assez grande pour bien le prendre. Voilà. Et du coup, je me dis, ok, la différence quand même, c'est que je peux changer d'objectif. Mais ça veut dire que je peux déjà commencer avec un objectif qui c'est le pancake, là, le petit, tel que le 27 mm. 27 mm, on tombe pas loin de 40 mm en équivalent plein format. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'ils me le prêtent. Donc, ils me l'ont prêté pendant 24 heures, et puis je l'ai pris, je suis sorti, j'ai fait les tests, etc. Monté en ISO, c'est un 40 mégapixels. Sur le papier, ça n'a pas de sens. Sur le papier, cet appareil-là n'a pas le sens. Pourquoi 40 mégapixels en APS-C? Ça veut dire qu'on a un tout petit un capteur qui est donc avec un facteur de 1,5 par rapport à ça, et qui a pratiquement autant de pixels que sur cet appareil-là. Et donc, je me suis dit, monter en ISO, ça ne va pas le faire. Et puis, j'ai fait les tests. Et c'est là que vraiment les choses ont absolument évolué ces dernières années, parce que j'ai trouvé que c'était absolument superbe. Et donc du coup, ben, je l'ai commandé, je l'ai acheté. Je l'ai acheté et donc le voici, cet appareil-là. Voilà le XT5. Comme tu peux le voir, au niveau de l'ergonomie, ben, c'est pas la même chose hein, que ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais non plus, c'est pas si, c'est pas beaucoup plus gros. Hein. Regarde, si je m'amuse à le mettre juste derrière, voilà. À noter quand même une chose, c'est que la différence que tu vas voir, c'est principalement l'œilleton ici, et puis sur cet appareil-là, pour être honnête. Je trouvais que le petit doigt eh bien, est resté dessous et ça m'embêtait. Et donc, du coup, j'ai décidé d'investir dans la plaque en dessous. Ils font une plaque que tu achètes. Ce qui est bien, c'est que contrairement à la plaque que j'ai mise sur le Leica, eh bien, pour retirer la batterie, je ne suis pas obligé de retirer la plaque. Voilà. Donc, ça, c'est un avantage. Hein. Elle est ici. Voilà, ça s'ouvre comme tu peux le voir. Et puis, ça a augmenté, augmenté aussi la poignée ici, ce qui fait qu'elle est un peu plus profonde et elle tient bien en main. Pareil, si tu veux que je te parle de cet appareil-là, que je te montre des tests, aussi bien d'autofocus que de montée en ISO, etc., avec des fichiers mis à ta disposition, si ça t'intéresse, dis-le moi dans un commentaire. Donc du coup, oui, je l'ai commandé, je l'ai là, voilà. Et l'objectif en question, c'est sans aucun doute le plus petit objectif que j'ai, à part celui qui est monté sur mon Kodak Autographe de 1916. Voilà l'objectif. Je suis obligé de mettre ma main derrière tellement que sinon il va se perdre. Voilà. Regarde la taille que ça fait. Ce qui fait que quand je monte cet appareil-là, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir un jouet dans les mains. Voilà l'appareil, tu vois. Donc,
Mon idée, c'est que quand je pars avec ma fille, ma femme, se promener, et c'est déjà arrivé il y a quelques jours de ça, j'ai ça dans la veste, et puis ça me permet de faire des photos. Contrairement au Leica, il y a l'écran qui est articulé, voilà, l'articulé à deux niveaux, comme ceci, et puis également comme ceci. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc vraiment super. Et je t'avouerai que quand j'ai eu cet appareil en main, j'ai testé l'autofocus. Et là, je dirais que l'autofocus de cet appareil, ben, je le mettrais au même niveau, voire un petit peu mieux que l'autofocus que j'ai sur le GFX 100 Mark II. Un petit peu plus. Alors, je dois dire que j'ai la dernière version du firmware qui a été mise à jour il y a quelques semaines de ça et qui a amélioré les choses au niveau de l'autofocus. Voilà, donc le XT5 fonctionne beaucoup mieux que quand il est sorti il y a 2 ans de ça. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, très bien. Donc le Leica, il part. Très bien. Le GFX 100S, il part. Et du coup, je me retrouve avec ça et le 100 Mark II. Et quand j'ai fait mes tests avec cet appareil-là, je me suis rendu compte que pour toutes les photos sur la piste de danse le soir, ce n'est pas le même poids que celui-là. Que l'autofocus, il est assez bon pour faire ça. D'ailleurs, le XT5, beaucoup de photographes de mariage choisissent le XT5. Et donc, du coup, je me suis dit, eh ben, ouais, mais du coup, le R5, il va me servir à quoi? À simplement filmer mes vidéos quand je suis ici dans le studio. Celui-là, il est quand même beaucoup plus léger que le Canon, que le R5. Et donc, j'ai pris la décision. Après 20 ans d'utilisation d'appareils photo Canon, il est temps de me séparer du R5. Se séparer du R5, ça veut dire quoi? Ça veut dire se séparer de mon 100 mm macro 2.0. 2.0 ou 2.8? 2.8. Se séparer de mon Canon 70-200 f4. Se séparer de mon 15-35. Celui-là, c'est un 2.8, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Celui-là. Oui, c'est ça, 2.8. Et puis enfin, l'appareil qui a énormément changé les choses, simplifié les choses au niveau du mariage pour moi. Le fameux RF2870 f2. Voilà. Et donc, tout ça, là, Dieu sait que c'est lourd, remplacé par le Fuji moyen format, APS-C, faire du mariage en APS-C, j'aurais pas cru le faire, avec l'XT5. Alors pour le mariage, je vais te dire, je n'ai pas utilisé nécessairement le 27 mm. Non. Je ne l'ai pas encore, mais je vais recevoir demain, je crois. J'ai choisi de prendre un ultra grand angle, un zoom ultra grand angle de chez Sigma. Parce qu'il est tout petit, il est rapide, je l'ai testé. Il est super léger, il fait à peine 250 grammes, ce qui est absolument fou. Et qui va me permettre qu'il y ait une plage focale de 10 à 18 10-18 mm, ce qui fait une équivalence de 15 jusqu'à 24 mm. Voilà, cette plage-là. Pourquoi j'ai choisi d'investir dans celui-là? Parce que c'est la plage focale dont j'ai besoin pour les mariés quand ils dansent. Pour tout le reste, j'ai le moyen format. Et sur le moyen format, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 20-35. Le 20-35, c'est un équivalent 16 mégapixels et 35, c'est 28. Voilà. Donc j'ai celui-là. J'ai ensuite le fameux 55 qui est un équivalent de 40 à peu près mégapixels. Si tu veux savoir la règle pour faire la concordance, c'est simple. Le GFX a un rapport, le moyen format ici a un rapport facteur de réduction de 0,8. Donc ce que je fais, c'est que je multiplie par 8 et ensuite je divise par 100. Aussi simple que ça. Donc le 55, tu multiplies par 8, tu tombes aux alentours de 40, entre 40 et 45. Voilà. Ça. Et ensuite, j'ai le 80
mm, qui est à peu près un 60, 8 x 8, 64 mm, voilà. Et ensuite, j'en ai un autre que j'utilise pour le paysage, je t'en avais déjà parlé, c'est le 35-70, donc 28 mm jusqu'à 70, à peu près 56 mm. Voilà cette plage-là. Donc voilà ce que j'ai comme objectif. Je verrai si j'ai envie d'investir dans l'autre plage pour le X-T5, à savoir eh bien, partir du 18 vers au-dessus. Est-ce que je prendrai un zoom? Ou est-ce que, vu que le zoom, à ce moment-là, il commence à être un petit peu gros, quoique le Sigma en a un qui est très bon, ou est-ce que j'investis dans des primes, à savoir peut-être un 35 mm ou aux alentours de ce niveau-là, je verrai à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà ce que j'ai. Voilà mon nettoyage de printemps. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, je dois dire, après 20 ans de se séparer de Canon. Mais j'ai aucun regret à ce niveau-là. Et qui sait, ça veut pas, c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Et puis, une des raisons aussi qui me motive à le faire maintenant, eh bien, il y a plusieurs choses. Ce mois-ci, au mois de mai, il devrait y avoir l'annonce du R5 Mark II. On sait que Canon a 2 appareils à annoncer et on sait que parmi ces 2 appareils, il n'y aura pas le R1. Donc, le R5 Mark II, il est en attente depuis pas mal de temps, il y a de grandes chances qu'il sorte. Si je m'amuse à attendre la sortie ou l'annonce de cet appareil-là, je ne vais pas tirer autant d'argent que je peux le faire aujourd'hui en revendant mon R5. Voilà. Et si tu te demandes combien je retire avec le R5 et les objectifs Canon ici, en gros, ça tourne aux alentours de 6000 livres. Ensuite, en ce qui concerne le GFX, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Ce mois-ci, il va y avoir un autre summit par Fuji et on sait déjà qu'ils vont annoncer le GFX 100S Mark II. Et donc, du coup, il faut que je le vende maintenant, sinon le prix va descendre. Donc, voilà ce nettoyage de printemps. Ça, c'est pour moi. Si tu as la moindre question concernant les choix, concernant ce matériel-là, exprime-toi dans un commentaire. Mais ce que j'aimerais savoir surtout, c'est est-ce que ça t'arrive de faire ce nettoyage de printemps? Est-ce que, comme moi, tu es passé d'une marque à l'autre? Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont changé de marque au moment où Sony est sorti à proposer des mirrorless, alors que Canon et Nikon étaient derrière. Beaucoup de gens ont quitté le navire et ont dit non, 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 je suis pressé d'avoir le mirrorless, j'ai investi dans Sony. Et puis ce qui était marrant, c'est qu'une fois que Canon et que Nikon ont sorti, eh bien, ils sont revenus. Il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. Moi, j'avais choisi de ne pas sauter les choses. C'est un choix. Chacun fait ses propres choix et assume à ce niveau-là. Aucun jugement. Mais je serais curieux de savoir si toi aussi, tu as été amené à changer de marque. Et surtout, les raisons qui t'ont poussé à changer de marque. Est-ce que aussi, comme moi, tu es amené aussi à passer du plein format vers la PSC? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que moi, parce que tu changes d'écosystème et que Fuji, par exemple, ne fait pas de plein format? Est-ce que c'est parce qu'une économie de poids? Dis-moi tes raisons dans un commentaire. Je suis vraiment ravi d'apprendre de toi et de permettre d'échanger entre vous. C'est à ça que servent les commentaires. Et comme tu sais, je réponds à chaque commentaire qui est posté sous mes vidéos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'il est enfin temps pour moi d'allumer l'ordinateur et de bosser sur ma thèse. Et d'ailleurs, la semaine prochaine va sortir plusieurs épisodes concernant mon expérience de cette année passée à l'université pour le bachelor d'honneur en photographie, te parler des examens que j'avais fait, que j'avais soumis, les résultats que j'ai obtenus, etc. Ça va commencer la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de faire la prochaine vidéo, mais surtout de lire tes commentaires. N'oublie pas, un pouce, ça aide la vidéo. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois. Eh bien, quel que soit l'appareil, que ce soit un Olympus micro tiers, que ce soit un APS-C, que ce soit un plein format, que ce soit un moyen format, quel que soit l'appareil qui te donne envie de photographier, fais comme moi et fais-le. Cheers.